Dans cette vidéo, je vais vous présenter le fonctionnement du débugger JavaScript dans VS Code. Donc, pour un rappel, un débugger, c'est un programme qui permettra d'observer l'exécution de votre programme, en mettant des points d'arrêt et en interrompant l'exécution à ces points d'arrêt pour pouvoir observer l'état de la mémoire à cet instant-là, donc l'état du contexte d'exécution de votre programme. Alors, le programme qu'on va prendre, c'est le programme donc, Decimal to Hexa, qui permet de convertir des nombres décimaux en hexadécimales. Donc, par exemple, ici, le nombre 255 se convertit en FFF, 31 en 1F. Donc, pour rappel, l'hexadécimal, c'est la base 16. C'est une base couramment utilisée pour représenter de l'information en programmation. Par exemple, les codes couleurs en JavaScript peuvent être exprimés en hexadécimal. Donc, un F, en fait, l'hexadécimal, c'est une base dans laquelle il y a en fait 16 chiffres, base 16, qui correspondent donc aux chiffres 0 à 9 et aux lettres A à F. Donc, par exemple, le nombre 10 en hexadécimal, ça correspondra à la lettre A. 11, la lettre B. 12, la lettre C. 13, la lettre D. 14, la lettre E. F, la lettre correspondra à 15. Donc ici, par exemple, si on regarde la conversion de 31 en hexadécimal, F, ça correspond à 15. 15 puissance 0, plus une fois 16 puissance 1, donc une fois 16, donc ça fait 16 plus 15, 31. Là, c'est 15 puissance 0, donc 15 plus 15 fois 16, donc ce qui donnera le nombre 255. Donc pour exécuter le débugger, il faut mettre des points d'arrêt. Donc ici, j'en ai déjà fixé un à ce niveau-là. On peut mettre des points d'arrêt en cliquant. Et quand on clique dans la colonne à côté des numéros de ligne, soit on met un point d'arrêt, soit s'il y en a déjà un, on le supprime. Donc là, je vais mettre mon point d'arrêt à ce niveau-là. Une fois que les points d'arrêt qui vous intéressent ont été fixés, vous pouvez lancer l'exécution. Donc l'exécution se fait par le bouton Run and Debug à gauche de votre écran. Donc le petit bug là, c'est facile pour se rappeler que c'est le débugage. Donc Run and Debug. Et pour le moment, on va faire les choses simplement. On va cliquer sur le bouton bleu ici, Run and Debug, qui va lancer le débugger sur le programme qui est actif dans l'éditeur. Donc l'onglet sur lequel l'éditeur est ouvert. Je lance l'exécution. Voilà. Et à ce niveau-là, on s'arrête. Donc vous voyez ici, en jaune, on est arrêté dans le débugger. La console débugger m'affiche ce qui a été exécuté déjà. D'accord. Donc les deux premières instructions qui appellent DEC2EXA. L'affectation de 294 905 à ma variable nombre DEC. Et on est arrêté ici. Cette instruction n'est pas encore exécutée. Et à gauche, nous avons l'état du contexte d'exécution qu'on peut voir ici. On voit ici donc les différentes variables accessibles dans le contexte dans lequel le débugger s'est interrompu. Donc en fait dans le contexte qui correspond à la ligne 46 ici. Donc quelles sont les variables accessibles à ce moment-là? Alors dans ces variables, pardon, vous avez un certain nombre de variables qui sont des variables liées à l'environnement d'exécution Node.js, comme par exemple underscore dear name, require this. Donc c'est là, je ne vais pas m'attarder dessus. On va se concentrer sur les variables de notre programme. Donc j'ai nombre DEC, qui est la variable déclarée ligne 45. Nombre hexa, qui est la variable déclarée ligne 46. La ligne 45 a été exécutée, donc en nombre DEC veut la valeur 294 905. Nombre hexa, il n'a pas encore de valeur, puisque l'instruction sur laquelle on s'est arrêté n'est pas encore exécutée. Alors, vous voyez ici, avec ma souris, quand je me mets sur le variable, je peux voir sa valeur. Voilà, si je me mets sur la variable nombre DEC, je peux voir aussi sa valeur. Alors aussi, vous avez les fonctions qui sont ici, inversées, la fonction ligne 35, et la fonction DEC2EXA qui doit être ligne 6, je crois, quelque chose comme ça, oui, ligne 6 dans le code. Alors, quand on exécute pas à pas, enfin, quand on arrête l'exécution du programme, on peut après passer sous le contrôle du débugger pour avancer. Donc, on peut avancer pas à pas, instruction par instruction. Alors, par exemple, ça, c'est contrôlé par les boutons qui sont ici. Alors, on va voir au fur et à mesure le rôle de chaque bouton. Donc, commençons par le plus simple, le bouton Step Over, qui permet de passer à l'instruction suivante
au niveau d'exécution où on est. Donc ici, 46, l'instruction suivante, ce sera la ligne 47. Donc, vous voyez qu'ici, l'affectation, le calcul de DEC to exa est effectué. L'affectation du résultat a été faite à nombre exa. Ma nombre exa vaut 47FF9. D'accord, et j'avance encore. Et je peux comme ça avancer jusque, donc ça affiche la console, et hop, là, le programme est terminé. C'est fini. Le débugger a terminé. Alors, relançons le débugger pour voir d'autres fonctionnalités. Donc, maintenant, je suis arrêté ici. En fait, quand je suis arrêté ici, vous voyez qu'il y a une petite flèche à nouveau ici qui me dit que en fait, il n'a pas encore exécuté la fonction DEC to exa. Donc, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe dedans. Je peux le faire en rentrant dans la fonction avec le bouton Step Into. Donc, Step Into va me positionner dans la fonction. Donc, vous avez ici l'environnement d'exécution, donc lequel à la fonction decimal to exa. Donc, dans decimal to exa, en fait, il y a trois variables qui vont être utilisées. La variable n, qui est le paramètre, résultat et reste. Donc là, n, c'est le paramètre que j'ai passé depuis le programme principal, donc il vaut 294 905. Reste, eh ben, les affectations n'ont pas encore eu lieu. Je suis arrêté sur l'instruction 7 qui n'est pas encore exécutée, donc pour le moment, c'est undefined. Alors, vous voyez ici ce qu'on appelle la call stack. Donc là, Anonymous, c'était ce que j'avais quand j'étais dans le programme principal. C'est là où je me suis arrêté. Et je suis rentré maintenant, donc là, j'ai le contexte de l'instruction ligne 46. Et puis après, je suis rentré dans la fonction DEC to exa. Donc là, je suis dans le contexte de la fonction DEC to exa. Donc les contextes sont ce qu'on appelle empilés. C'est la pile des appels, call stack. Chaque appel rajoute un contexte. Et quand une variable est cherchée, on cherche dans le contexte. Puis après, dans les contextes plus généraux, qui sont le contexte anonyme, qui correspond à celui du programme principal, ou le contexte global, mais sur lequel je ne veux pas encore en parler. C'est trop tôt pour en parler maintenant, mais c'est le contexte en fait qui est aussi à votre environnement d'exécution, qui sera par exemple celui du browser pour accéder aux documents ou celui de Node.js pour accéder au processus en cours d'exécution ou des choses de ce genre. Et qui n'est pas le même selon l'environnement d'exécution de votre programme JavaScript. Donc on va reprendre l'exécution de là où on s'est arrêté, c'est-à-dire donc ligne 7. Donc, je n'ai pas encore fait l'affectation de la chaîne vide à res. Donc, j'exécute l'instruction. Vous voyez que res maintenant a été modifié. Et on va rentrer dans la boucle. Donc là, on teste la boucle. Donc, n 294 905 n'est pas égal à 0. On rentre dans la boucle. Donc, pas suivant. Donc, on fait le reste de la division entière de n par 16. Puisqu'on va compter en base 16. Donc, on aura un nombre entre 0 et 15. Donc, faisons la division par 16. Et prenons ce reste, donc reste, il vaut 9. Donc ici, on va distinguer les cas où on a un reste qui est plus petit que 10. Donc dans ce cas-là, en fait, on doit afficher le chiffre correspondant à ce reste. Donc par exemple ici 9, on doit afficher 9. Donc allons-y. Donc en fait ici, on va affecter la variable reste, qui est mon résultat, qui est une chaîne vide, à laquelle, puisque c'est une chaîne, reste est une chaîne, on va concaténer, puisque plus c'est l'opérateur de concaténation quand un des opérants est la chaîne, la valeur de la variable reste, qui est un nombre, qui sera converti en chaîne de caractères automatiquement. Donc j'avance, et j'obtiens donc ma chaîne 9 dans ma variable reste. Alors après, pour passer à l'étape suivante de l'algorithme, il faut maintenant prendre ce qui le quotient de la division entière. Alors attention, hein, n sur 16, ce n'est pas un entier. Pour montrer, je vais vous montrer ici, on peut mettre des expressions dans la partie watch, expressions à observer. Donc n sur 16, vous voyez que c'est un nombre réel. Il n'y a qu'un type nombre en JavaScript, et en fait, quand les opérands, même si c'est deux entiers, il fera une division qui sera un réel, un nombre flottant. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie entière de ce nombre, d'où l'appel de la fonction mathfloor. Si j'exécute, je viens récupérer dans la variable n la valeur 18 431, qui était donc la division entière de mon nombre initial par 16. Vous voyez ici que l'expression s'est mise à jour parce que maintenant, elle se sert de la valeur de n actuelle, 18 431, divisé par 16, c'est 1151,9375.
Continuons le pas à pas. On prend le reste de la division entière. Donc ici, c'est 15. Donc 15, ce n'est pas un chiffre plus petit que 10. Donc on va rentrer dans le else du if. C'est ce qu'on a fait ici. Et il faut convertir donc ce nombre 15 en la lettre correspondante, la lettre F. Alors pour ça, on utilise la fonction string from charcode. Alors, je vais vous montrer comment elle fonctionne. String from charcode de 65, ce sera la lettre majuscule A. Ça prend un point de code et ça donne la lettre correspondante. Donc je ne sais pas, par exemple, si je prends 123, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est l'accolade ouvrante. Donc ici, on veut pour 10 avoir la lettre A, donc 65. Pour 11, la lettre B qui est 56. Oh, pardon, faute de frappe. 56, la lettre B. Donc en fait, on fait le calcul, on dit, ben voilà, à reste, on rajoute 55. Donc ce qui fera la lettre A, 65, B, 66, etc. Et F, bien sûr, 70. Oui, 70, c'est ça. Donc allons-y, exécutons l'instruction. Vous voyez qu'ici, il a récupéré la lettre F, d'accord, et qu'il a concaténé avec le résultat. Donc on fait à nouveau la division entière et on poursuit l'algorithme. Alors je pourrais continuer comme ça pas à pas, mais parfois on a envie d'aller un peu plus vite. Donc par exemple, j'ai envie d'aller directement après la boucle. Donc je peux placer un point d'arrêt ici. C'est là qu'intervient le bouton Continue qui est ici, qui me permettra d'aller directement de là où je suis au prochain point d'arrêt. Et on s'arrête à ici, l'instruction clean 26, qui va appeler la fonction inversée, mais qui n'est pas encore exécutée. Et je peux bien sûr rentrer dans cette fonction. Donc vous voyez ici, j'ai les valeurs de ma fonction. Donc le paramètre, c'était la chaîne 9FF74. J'ai une variable S inverse, mais l'instruction line 36 n'a pas encore été exécutée, donc elle est indéfinie. D'accord? Et vous voyez ici, vous avez la pile des appels, et vous pouvez voir que dès que tu exa, c'est là où je suis, j'appelle la fonction inversée, et Anonymous, c'est là où le programme principal, je suis parti. Donc je peux voir comme ça dans chacun des contextes, qui est visible dans chaque contexte, en remontant ou en descendant dans la pile des appels. Donc là, on s'intéresse à là où on en est. Donc S inverse va prendre la chaîne et en fait l'inverser. Donc on a fait l'affectation. I vaut la longueur de la chaîne moins 1, hein, puisqu'on va partir des caractères de la chaîne. Donc les caractères sont accessibles par les index qui sont entre 0 et longueur de la chaîne moins 1. On teste si i est plus grand ou égal à 0. Et on récupère donc le ième caractère, donc le dernier caractère de la chaîne qu'on va mettre dans la chaîne S inverse, qui était une chaîne vide. Donc on va rajouter le caractère 4 dans cette chaîne S inverse. Voilà. Le corps de la boucle est terminé. Un petit peu. Donc là, ici, on passe à l'incrémentation. Donc ici, en fait, ce n'est pas une incrémentation, c'est une décrémentation. On va décrémenter i. On teste i, c'est toujours plus grand que 0, parce que les conditions, c'est la condition de continuation, donc il est plus grand que 0, et on rentre dans la boucle. D'accord? Donc je pourrais le faire avec comme ça. Vous voyez qu'ici, on prend les chiffres et on les reconstruit à l'envers. Donc là, il y a aussi le dernier bouton que je vais vous montrer, enfin, un autre bouton que je vais vous montrer, c'est Step Out, qui permet quand on est en train d'exécuter une fonction, où on a compris ce que vous voulez voir, on veut remonter au programme à plan, je fais Step Out, qui va exécuter la fonction jusqu'au bout et me ramener l'instruction suivante, l'appel de la fonction. Donc hop, Step Out me ramène ici. Là, c'est le reste, Return, et je sors de mon programme. Donc ici, vous avez le dernier bouton que je vais vous montrer, le bouton Stop, qui permettra d'interrompre l'exécution. Ça, c'est quand on est satisfait de ce qu'on a vu avec le débugger, on n'a pas besoin d'en savoir plus.
Et donc, j'arrête le débugage. Alors, s'il y a un bouton que j'ai oublié de vous montrer, je vais vous le montrer aussi, c'est celui-ci. Donc là, ici, comme j'avais mes points d'arrêt qui étaient conservés depuis l'exécution précédente, là, ici, il s'est arrêté sur le inversé avec le premier nombre que je voulais convertir, qui était le nombre. C'était le nombre, celui-là, hein, c'est ici, 255, donc c'est le nombre FF, donc on s'est arrêté, on a ici la chaîne correspondant à ce nombre-là en hexadécimal. Si je fais continuer, hop, là ici c'est F1, c'est la conversion du nombre 31 qui était faite, d'accord, et ici, je suis là. Donc il y a le bouton ici qui permet de recommencer, hein, donc on repart à 0, hein, là ici, hop, on relance une séance de débugage complète, et donc là je suis en train de débugger le premier appel à deck2exa, je vais continuer, ça c'est le deuxième appel à deck2exa, je continue, je suis ici, et hop, je peux rentrer, avancer pas à pas, etc. Donc voilà, vous avez vu l'ensemble des boutons de base pour le débugage dans VS Code.